Bonjour à tous, à toutes et à tous. J'interviens cet après-midi pour vous présenter les résultats de recherche menés sur les marchands de couleurs et marchands de matériel artistique de Modigliani à Paris sur la période 1906-1920. Des recherches qui m'ont été confiées par Marie-Amélie Senot et je tiens à la remercier d'ailleurs pour ça. Je la remercie de sa confiance. Et donc, avant de vous présenter spécifiquement cette cartographie numérique qui reprend les résultats de ces recherches, je voulais vous préciser quelles avaient été mes sources pour ce travail. Alors, dans un premier temps, j'ai eu à disposition des éléments, on va dire, matériels. Et donc, il s'agit des inscriptions et divers éléments matériels relevés au revers des œuvres lors des études menées par le C2RMF et par la Tate en 2017-2018. Donc voilà, je reprends sur les sources, donc effectivement les inscriptions au revers des œuvres. J'ai également pu utiliser certaines informations acquises dans la littérature sur Modigliani, donc j'entends notamment dans certaines biographies de Modigliani et dans certains témoignages de ses contemporains. Et en ce qui concerne les sources sur les marchands de couleurs plus spécifiquement, alors je dois bien avouer que les sources là sont beaucoup moins nombreuses. Il convient de citer quand même la première d'entre elles, qui est le guide historique des fournisseurs de matériel pour artistes à Paris du XVIIIe au XXe siècle, un guide plus communément appelé guide Labroche, qui répertorie bon nombre des marchands de l'époque et surtout permet de retracer l'historique de ces maisons, puisque en général il s'agit de maisons et de marchands assez anciens qui vont changer de nom au fil du temps au gré des successions ou des rachats de fonds de commerce. Une autre source importante, ce sont finalement les catalogues commerciaux des marchands eux-mêmes. Vous en avez ici un petit visuel d'un catalogue du marchand Hardy Allen. Ce sont des catalogues commerciaux, donc publicitaires, qui étaient édités annuellement par les plus grands marchands, dans lesquels ils présentaient leurs produits et leurs tarifs. Et enfin, une source qui s'est révélée également essentielle, ce sont les différents annuaires et almanachs et bottins du commerce. Je vous ai présenté ici un petit visuel, c'est le plus connu pour la période, l'annuaire du commerce d'Ido Bottin. C'est en fait en quelque sorte ces bottins, ce sont en fait les ancêtres des pages jaunes qu'on utilise aujourd'hui et qui répertorient les noms et les adresses des commerçants et fabricants de la capitale. Alors, finalement, en commençant cette recherche, je me suis demandé ce qu'était un marchand de couleurs, parce que moi, je suis la responsable de la bibliothèque et ce n'est pas ma spécialité. Donc, sous l'intitulé finalement marchand de couleurs, ce n'est pas uniquement le fabricant et le vendeur de couleurs, comme on pourrait le penser. Il vend finalement dans sa boutique bien plus de produits et propose bien plus de services. Donc, forcément, il va vendre de la peinture, mais aussi des vernis, enfin, tout ce qui concerne et ce qui est utile à la production picturale et aux beaux-arts en général. Donc, on va y trouver donc des peintures, des vernis, des encres, des huiles, des pastels, des aquarelles, tout ce qui est également fourniture pour les peintres, les palettes, les boîtes de peinture, les chevalets, les brosses et pinceaux de toute taille, la toile à peindre que certains vont eux-mêmes fabriquer et apprêter également eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont enduire la toile de la couche préparatoire nécessaire. Ils peuvent aussi également fabriquer les châssis et donc les vendre, et également vendre tout un tas d'articles de papeterie, carnets et feuilles à dessin. Et en consultant les annuaires et les almanachs de commerce, je me suis rapidement aperçue qu'il fallait élargir la recherche à d'autres corps de métier parce que finalement, les noms présentés sous l'intitulé de marchand de couleurs, il y en avait finalement peu. Parce qu'en fait, d'autres corporations, d'autres corps de métier vendaient ces mêmes articles, mais sous un nom différent. C'est-à-dire que moi, j'ai dû élargir ma recherche à des métiers comme celui de papetier, d'encadreur, de fabricants de châssis et même parfois doreurs sur bois. Donc là, vous avez en exclusivité une vue des salles de l'exposition des secrets de Modigliani. Donc on a hâte de pouvoir rouvrir et de vous la présenter. Alors si je vous la présente, c'est parce qu'effectivement, vous avez sur ce pan de mur la carte
qui reprend donc mes résultats de recherche. C'est une carte qui propose de mieux comprendre où Modigliani a pu se fournir en matériel, hein, que ce soit en couleur, en toile ou feuille à dessin. Donc pour cette carte, je fais un petit aparté, je remercie mon collègue Patricio Campos qui s'est chargé de son graphisme et de son installation en salle. Je vais également passer à la vignette suivante. Là, vous voyez un peu plus en détail cette carte qui est proposée dans l'exposition. Moi, je vais vous présenter une carte pour une navigation bien plus simple pour une intervention dans un colloque, cette carte dans une version, on va dire, numérique. Et avant de vous la présenter et de faire un bond dans le temps et d'aller naviguer dans les rues de Paris au début du XXe siècle, juste un petit mot sur les outils qui m'ont permis de réaliser la carte numérique que je vais vous présenter. Parce que donc effectivement, on a utilisé un fond de carte de l'époque, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu accès dans Gallica à un plan, on a choisi un plan de Paris qui date de 1910 et qu'il a fallu transformer en véritable fond de carte pour pouvoir y placer des repères. Alors pour ce faire, j'ai utilisé un logiciel libre qui s'appelle MapWarper et qui permet justement d'attribuer des coordonnées géographiques à des images ou des cartes anciennes. Alors vous le voyez à l'écran, ma carte ancienne au départ elle est ici, vous pointez, vous placez quelques repères précis, vous placez ces mêmes repères sur la carte actuelle et ensuite, j'ai envie de dire que MapWarper fait le reste. C'est-à-dire qu'il s'occupe de la géorectification et va attribuer des coordonnées GPS qui vous permettront ensuite de transformer votre carte, votre image en un vrai fond de carte. Ce qui fait que voilà, là MapWarper a fait la géorectification et a superposé la carte ancienne avec ses géorectifiée avec une carte actuelle. Et ce qui fait, c'est un petit aparté important parce que vous allez voir que sur la carte numérique, l'image semble un petit peu effectivement recourbée et du coup voilà, je voulais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, ce fond de carte, je l'ai intégré dans un second logiciel du nom de UMAP qui permet justement de créer des cartes personnalisées vraiment très facilement et d'utiliser le fond de carte, n'importe quel fond de carte. Et ensuite d'y placer vos repères. Donc, ce que je vous disais, effectivement, on voit la petite courbure. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc, la carte, de façon générale, elle se présente ainsi. Et voilà, là, on va aller. Là, c'est juste une image. Et là, on va passer vraie navigation sur sur la carte. Voilà, on a fait un petit voyage dans le temps. On va aller naviguer dans les rues de Paris. Ce qu'on peut voir déjà tout de suite, c'est que il y a un petit code de couleur que je vous explique tout de suite. Les repères bleus, ce sont repères pour les marchands de couleurs et marchands de matériel artistique. Les repères noirs correspondent aux lieux de vie et aux ateliers de Modigliani. Et enfin, les repères marrons, alors sur là couvre un champ plus large. Vous avez notamment des amis et des proches de Modigliani, comme Moïse Kissling ou Jeannet Buterne. Vous avez également sous cette couleur marron sont repris également les mécènes et marchands, donc Paul Alexandre, Paul Guillaume, Léopold Zborowski. Vous avez des galeries également, donc la galerie Berthe Weil ou la galerie Le Poutre, donc des galeries liées à Modigliani. Et puis des personnalités comme Roger Dutilleul. Alors, concernant les marchands de couleurs et de matériel artistique, euh, déjà dégager une petite observation, c'est en termes de répartition géographique. Alors, vous en avez ici, première zone ici, près des quais de la Seine, surtout autour du Palais Royal du Louvre et de l'École des Beaux-Arts, ce qui correspond en fait à la zone qui, historiquement, a accueilli les premiers marchands de couleurs à Paris dès le XVIIIe siècle. Donc, ça correspond en général à des maisons assez anciennes. Et puis, vous avez quelques repères bleus au nord qui correspondent donc à Montmartre et donc à proximité du bateau Lavoir, et puis plus au sud dans la zone de Montparnasse. Je vais aussi vous montrer pour la navigation sur la carte que les repères, donc là j'ai choisi d'un affichage où tous les repères sont affichés, mais on peut tout à fait également choisir de n'afficher que les repères correspondant à une année particulière ou à un groupe d'années et de choisir de les afficher. Il suffit de décocher si vous faites des recherches en particulier sur une année. Et donc ici vous avez le détail, si vous choisissez, ici voilà.
Moi, là, pour cette présentation, je vais choisir de rester sur un affichage où l'ensemble des repères pour toutes les années sont repris. Ce sera plus simple. Et on va commencer donc à s'intéresser directement, je vais passer en revue les repères bleus, ceux des marchands de couleurs. Donc on a au total des repères qui correspondent à 9 marchands différents. Alors, je précise tout de suite que on a quand même plus de repères, on a plus de repères que cela, on en a plus que 9, parce qu'effectivement, sur la période, certains marchands ont eu plusieurs adresses. Sur la période 1906-1920, certains en ont eu 3 différentes, ce qui fait qu'on a plus de repères, mais ça correspond dans la réalité à 9 marchands. Alors, on va passer en revue ces marchands. Sur les 3 premiers, je vais passer assez rapidement parce que finalement, ce sont des marchands pour lesquels on n'a pas forcément de sources très précises ou enfin vraiment de preuves matérielles, ou en tout cas, on ne peut pas les relier à des œuvres de Modigliani en particulier. Le premier d'entre eux, c'est Sennelier, donc une maison ancienne installée quai Voltaire, fondée en 1887. Et si on la cite aujourd'hui, cette maison, c'est parce qu'effectivement, Dominique Sennelier, donc petit-fils du fondateur Gustave Sennelier, indique toujours que Modigliani faisait partie des clients de la maison Sennelier. Voilà, je passe à un marchand suivant, donc on va se déplacer un petit peu. On va venir s'intéresser à Lefebvre-Fouanet. Donc, on a 2 repères bleus au nom de Lefebvre-Fouanet parce que sur la période, il y a effectivement 2 adresses différentes. La première au 54 rue Notre-Dame-des-Champs, et vous avez ici la façade correspondante. Puis, ensuite, à l'angle de la rue Vavin et de la rue Bréa. Ici, vous avez également la devanture. Donc Lefebvre-Fouanet, de la même façon, on n'a pas de lien direct avec une œuvre en particulier. C'est juste que lors de la vente de la collection de Maurice Lefebvre-Fouanet en 2015 chez Sotheby's, eh bien Sotheby's a indiqué en présentation de cette vente que Modigliani était était un client de cette maison. Voilà, on n'a pas de traces particulières, c'est uniquement cette attestation qui vient de chez Sotheby's qui l'indique. Et enfin, le troisième sur lequel on va passer rapidement, c'est une maison très ancienne et dont la renommée est quand même importante. Alors, elle est connue sous le nom de Lefranc et compagnie pour la période qui nous intéresse. Elle était installée donc 18 rue de Valois. Et on la connaît toujours aujourd'hui, mais sous un autre nom, puisque c'est une maison qui existe toujours et qui est devenue en 1965 la maison Lefranc-Bourgeois. Et une maison de référence parce qu'elle est fondée, elle existe depuis 1720. Et donc, alors là, on n'a pas de moyen de relier cette maison Lefranc à Modigliani, mais de par son importance, de par sa renommée, on a trouvé qu'il était important de la signaler ou tout du moins de la placer comme un repère dans ce, dans ce, dans cette carte qui répertorie les différents marchands de couleurs de l'époque. Je vais maintenant passer aux 6 autres marchands et on va s'attarder un peu plus sur ces 6 autres marchands parce que là, on peut faire des liens plus précis avec la pratique de Modigliani. Alors, on va descendre pour s'intéresser à la maison Moreau. Maison Moreau qui vend des articles de dessin, peinture, couleur et toile à peindre, qui est installée au 106 boulevard du Montparnasse dans le 14e et qui est actif sous le nom de A. Moreau entre 1888 et 1903, puis change de nom et devient la maison Lamorelle à partir de 1904 et ce jusqu'en 1930, mais qui reste installée à la même adresse, boulevard du Montparnasse. Alors on relie cette maison à Modigliani par un cachet qui se trouve au revers de Cariatide, œuvre de 1913. Donc ça a été relevé par l'étude de la Tate. Donc vous avez ici Cariatide. Et ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'effectivement, il y a une petite incohérence au niveau des dates, puisque Cariatide date de 1913, et je vous ai précisé que la maison Moreau, à cette date, ne s'appelle plus la maison Moreau, mais la maison Lamorelle, et ce, depuis presque déjà 10 ans, depuis 1904. Alors, on peut effectivement envisager plusieurs hypothèses en se disant que que c'est une toile en fait ancienne qui a été utilisée, toile qui daterait effectivement d'avant 1904, pourquoi pas, mais il faut quand même temporiser parce que je me suis aperçue en creusant un petit peu la question que
la maison devenue la Morel continue à utiliser un cachet sous son nom La Morel, mais qui continue aussi d'indiquer la mention maison à Moreau. Finalement, on n'a pas de conclusion sur cette question, puisque même en étant appelée La Morel, elle continue à mentionner la maison Moreau. Donc en termes de date, là, on est un peu dans le flou. Et puis, je voulais faire une dernière petite précision sur cette maison, parce que toujours dans l'étude de la Tate, a été relevée une marque en forme de palette, mais une marque qui est restée inconnue parce que illisible, indéchiffrable. Et comme vous l'avez vu juste au-dessus, on voit bien effectivement que la maison Moreau ou la Morel utilisait une marque pardon, en forme de palette. Alors, c'est une possibilité, peut-être que sur effectivement ce buste de jeune femme de 1908, ça pourrait être une marque de la maison locale. Mais en faisant des recherches sur d'autres marchands, je me suis aperçue que d'autres marchands utilisaient des marques en forme de palette. C'est pas aussi simple que ça. Notamment une maison du nom de Lefebvre qui utilise une marque en forme de palette. Alors voilà pour la maison Moreau. On va passer ici. On va remonter un peu plus au nord. En lisant ou en relisant même la biographie de Modigliani écrite par Christian Parizeau, j'ai relevé certains passages qui faisaient état d'un papetier, d'un marchand de Montmartre qui fournissait Modigliani et d'autres artistes, notamment en carnet de feuilles de vélin, et qui précisait aussi que Modigliani avait un petit carnet provenant de la boutique alors située sous le bateau Lavoir à l'angle des rues Garot et Ravignan. Euh, et effectivement, en interrogeant les différents annuaires et bottins du commerce, j'ai retrouvé la trace d'un papetier du nom de G qui était installé 5 rue Ravignan, comme on trouve indiqué donc, dans le livre de Christian Parizeau. Pour ses dates d'activité, j'ai réussi à retrouver qu'il était actif entre 1896 et 1914. Et voilà, c'est un peu les seules informations que j'ai réussi à retrouver sur ce papetier qui aurait pu fournir Modigliani, donc en carnet, feuilles pour les croquis. Voilà. Ensuite, j'espère que vous n'avez pas trop le tournis ou la nausée avec les zooms et dézooms. Voilà, je vous avais prévenu, c'est un voyage, hein. Voilà, c'est. On va encore un petit peu bouger et on va s'intéresser à un autre marchand du nom de Hardy Allan, marchand et fabricant de couleurs, châssis et toiles à peindre. Alors, pour lequel on a ici 3 marqueurs différents parce qu'on le connaît sous 3 adresses différentes à cette époque. La première adresse connue, c'est celle-ci, c'est le 36 rue du Cherche-Midi dans le 6e jusqu'en juillet 1907. Alors, c'est une maison, comme vous le voyez, qui est active entre 1868 et 1947. Et puis qui ensuite, en juillet 1907, quitte sa rue du Cherche-Midi pour aller au 92 boulevard de Raspail, donc qui est juste ici, donc qui va pas bien loin hein, finalement, et qui ensuite redéménage une autre fois pour s'installer au 72 boulevard de Raspail à partir de 1912. Donc ici, c'est la devanture du 36 rue du Cherche-Midi. Alors, quel lien on peut faire avec Modigliani? Eh bien, c'est parce qu'on a retrouvé alors, berceau de Jean-Baptiste Alexandre au crucifix de 1909, conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen. On a retrouvé donc, sur la toile un tampon Hardy Allan et sur la traverse du châssis de femme aux boucles d'oreilles de 1917 conservé au musée d'art moderne de la ville de Paris. Là, on a retrouvé également un tampon sur le châssis. Alors, la petite particularité d'Hardy Allan, c'est effectivement c'est un marchand important de l'époque qui a la particularité de disposer d'une fabrique de toiles et de couleurs à Vanves, juste à côté de Paris, et cela dès 1892, et qui aura ensuite des ateliers à Malakoff à partir de 1913 pour la fabrication des couleurs, des toiles et des châssis. Qu'est-ce qu'on pourrait émettre comme hypothèse en termes de liens, mais surtout par rapport aux adresses et au déménagement des adresses, parce que effectivement, ce qu'on voit, c'est que le tampon qui a été relevé, Hardy Allan, il est accompagné de l'adresse du 36 rue du Cherche-Midi, alors, alors qu'on sait que cette adresse, elle n'est plus utilisée à partir de juillet 1907, et les œuvres sur lesquelles on a mentionné cette adresse datent toutes
toutes les deux, pardon, d'après, au-delà de 1907, c'est-à-dire que la première elle est de 1909 et la seconde elle est de 1917. Ce qui pourrait signifier qu'effectivement, que d'un côté, enfin que la toile de Jean-Baptiste Alexandre et le châssis de Femme aux boucles d'oreilles auraient été achetés avant cette date de juillet 1907. Voilà, c'est ce qu'on peut en dire. Toutes les Ça reste à creuser, hein, mais vous allez voir, il y a d'autres hypothèses qui restent, ce sont que des hypothèses de travail et je vous invite à creuser la question si ça vous intéresse. On passe maintenant à un autre marchand du nom de Castelluccio Diana et pour lequel on a également alors je vais zoomer un peu plus parce que sinon on ne va pas voir les points, parce que là on a une concentration de petits repères de toutes les couleurs. Alors la maison Castelluccio Diana, on en a une adresse, on a un point ici et vous en avez deux ici. Alors les deux premiers ici sont rue de la Grande Chaumière, là où on a eu, vous avez effectivement les repères, parce que c'est Modigliani a vécu là à la fin de sa vie. Donc, date d'activité de la maison Castelluccio Diana, c'est entre 1906 et 1939. Ça a été attesté par les annuaires de commerce. On lui connaît donc ce que je vous dis des trois adresses. D'abord au 14 bis de la rue de la Grande Chaumière en 1906-1907, puis au 16 rue de la Grande Chaumière à partir de 1908. Et ensuite, on connaît pour cette maison une seconde boutique. Donc il y aura toujours le 16 rue de la Grande Chaumière, plus une autre boutique au 145 boulevard du Montparnasse. C'est ce repère ici. Donc on est vraiment sur une zone géographique très restreinte. Alors, comment on a pu relier cette maison Castelluccio Diana à Modigliani? C'est par le témoignage d'un de ses contemporains, donc Danka Zborowska, la compagne du marchand Léopold Zborowski, qui va écrire: Venait l'instant de la vérification des tubes de peinture, des pinceaux, etc. Combien de fois il fallait courir vite chez Madame Castelluccio pour chercher la couleur qui manquait. Heureusement, ce n'était pas loin. Effectivement, lorsqu'elle décrit une séance de travail de Modigliani et décrit que ben voilà, Modigliani finalement, lorsqu'il lui manquait du matériel, alors soit y allait lui-même, soit envoyer quelqu'un en tout cas pour acheter le matériel. Depuis l'atelier où il travaillait, rue Joseph Barra, donc c'est aussi l'adresse de Zborowski, il avait aux 3 rue Joseph Barra également donc installé son atelier. Et donc, depuis la rue Joseph Barra, lorsqu'il lui manquait du matériel, il pouvait aller effectivement à pied, soit au 16 de la rue de la Grande Chaumière ou au boulevard du Montparnasse, puisqu'on voit bien qu'il y a quelques centaines de mètres, hein, il y a 300 mètres entre les différentes adresses. Donc là, ça prouve bien qu'il y avait quand même Modigliani allait se fournir à proximité de ces adresses. Juste un dernier mot sur la maison Castelluccio Diana. On sait qu'elle est liée aussi à Pablo Picasso parce que le musée Picasso conserve dans ses archives une facture datée de juillet 1932 qui précise que Picasso s'y fournissait en toile et en châssis. Et on sait également que c'est cette maison Castelluccio Diana qui a fourni à Picasso le châssis et la toile qui ont servi de support à Guernica. Alors, dernière petite précision, la maison, elle était tenue par Antonio Castelluccio Diana, qui était espagnol, né à Barcelone, mais qui vivait à Paris. On connaît un petit peu également son frère, puisqu'il est donc se prénommé Claudio, qui était peintre et qui enseignait à l'Académie Colarossi et à l'Académie de la Grande Chaumière. Et on sait ensuite que Antonio a remis, on va dire, c'est un peu les clés de la boutique, on va dire, a remis la boutique à sa fille que l'on surnommait Rosita. Et c'est peut-être à cette Rosita que fait finalement référence Anka Borowska quand elle parle de Madame Castelluccio Diana. Et parce qu'à l'époque, c'était peut-être certainement Rosita qui avait repris le commerce. On va s'intéresser ensuite à Pascal et Cocos. Je vais aller un petit peu plus vite. On peut relier ce marchand euh, à trois œuvres différentes, à Paul Alexandre devant un vitrage de 1913, à Portrait de jeune femme de 1917 et à Jeune fille rousse en robe du soir de 1918. Vous avez ici le tampon. Donc Pascal Cocos, installé aux 12 rue de Douai. Ça a demandé des recherches un petit peu plus approfondies parce qu'au tout départ,
Le nom de Cocos, en fait, nous a fait penser à un marchand, puisqu'il y avait effectivement un marchand de ce nom, Cocos, mais qui était installé non pas rue de Douai, mais boulevard de Clichy, qui est pourtant pas loin. Parce que, voilà, donc le 12 rue de Douai, Pascal Cocos, c'est ici, boulevard de Clichy. Le 33 bis, boulevard de Clichy, c'est juste derrière. Mais en fait, il ne s'agit pas de ce même marchand. En fait, ce que je vous, moi, ce que j'ai trouvé et ce que je propose, c'est qu'en fait, il y a effectivement Pascal et Cocos laisse bien supposer que c'est une association de deux entités différentes. D'un côté, une entité du nom de Pascal et une seconde du nom de Cocos, parce qu'en fait, avant 1914, on retrouve un Pascal, fabricant de châssis, installé rue Victor Massé. Donc, à proximité, la rue Victor Massé, c'est ici, qui est actif jusqu'à entre 1907 et 1911. Et puis ensuite, ce Pascal de la rue Victor Massé disparaît et on voit apparaître un Pascal et Cocos actif juste après, rue de Douai. Donc, moi, je pense qu'effectivement, de par la proximité géographique entre ces protagonistes, je pense qu'il y avait effectivement un Pascal installé rue Victor Massé qui fabriquait des châssis, qui ensuite a fait association avec certainement quelqu'un de la maison Cocos, le marchand de couleurs Cocos. Ils se sont installés sous le nom de Pascal et Cocos, rue de Douai, et donc ont officié sous ce nom entre 1914 et 1922. Et le dernier marchand qu'on trouve sur notre carte, c'est le nom de Dupré et compagnie, installé au 141 rue Faubourg Saint-Honoré dans le 8e, alors actif de façon un peu plus tardive, puisqu'on connaît son activité entre 1919 et 1964, et on le relie à Modigliani par un tampon qui a été relevé sur le châssis de Madame Pompadour, vous avez ici, qui date de 1915. De par le fait que voilà, la maison Dupré, sous ce nom, n'est active qu'à partir de 1919, ça suppose que le châssis de Madame Pompadour ne serait pas finalement l'original. Pour conclure, moi, je voudrais effectivement juste vous donner quelques mots sur la période dans laquelle Modigliani est à Nice, parce qu'effectivement, la carte que je vous ai présentée, elle ne se concentre que sur les années parisiennes, hein, là où il est le plus souvent. Et pour vous dire que je n'ai fait qu'effleurer la question des marchands de couleurs à Nice, mais j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec avec Luc Franco, qui est le propriétaire actuel de la maison Franco à Nice, qui est une maison extrêmement ancienne et réputée. Elle existe depuis 1900, elle existe toujours. Elle est installée au 19 rue Pastorelli à Nice. Et c'est tout proche de deux adresses connues de Modigliani à Nice. Il a eu deux adresses rue de France à Nice, et c'est à 300 mètres de distance de la maison Franco. Et donc, voilà, je me suis dit, bah, la maison Franco, peut-être, elle a fourni Modigliani en matériel, puisqu'on sait qu'elle a fourni Renoir, Soutine, Picasso, Matisse et Chagall. Alors, Luc Franco, par contre, bah, voilà, elle a mis fin à mes attentes parce que m'a indiqué que selon lui, la maison Franco n'avait pas fourni Modigliani en matériel. Que jamais son arrière-grand-père, son grand-père ou son père n'avait mentionné Modigliani dans la liste des clients. Et quand je lui ai demandé si la maison conservait des archives, malheureusement, là encore, j'ai été déçue puisqu'il m'a confirmé enfin, il m'a indiqué que les archives avaient été détruites par une inondation dans les années 40. Mais voilà, quelle idée d'avoir conservé les archives dans le sous-sol de la boutique, malheureusement. Voilà. Mais ça, on peut quand même penser que, juste pour terminer, que Modigliani, quand il est à Nice, finalement se fait envoyer du matériel par l'intermédiaire de Zborowski depuis Paris. Parce qu'on sait que voilà, dès que Zborowski est le marchand de Modigliani, il lui fournit une rente et lui fournit aussi du matériel. Et qu'apparemment, lorsqu'il est à Nice, il continue à le fournir. Et c'est confirmé par une lettre que Modigliani a écrite à Zborowski au début de l'année 1919, dans laquelle, en post-scriptum, il indique à Zborowski envoyer la toile au plus vite. Donc voilà, ça laisse entendre effectivement que Zborowski lui a envoyé du matériel depuis Paris. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que je n'ai pas été trop longue. Voilà, merci beaucoup.